On est en 2009, au siège de la NASA à Washington. Une réunion se déroule dans le plus grand secret. Autour de la table, des membres du Congrès américain, des membres du département de l'énergie et des ingénieurs du programme New Frontiers. C'est cette équipe qui s'occupe de concevoir les futures missions d'exploration planétaire. Mais aujourd'hui, l'ambiance est assez lourde. La cause, c'est ce rapport alarmant publié quelques mois plus tôt. Le carburant qu'utilise la NASA pour alimenter des sondes et des rovers vient d'atteindre son plus bas niveau. On parle là de la fin de l'exploration spatiale, de la fin de l'exploration du système solaire. Les ingénieurs sont sous le choc. La NASA doit geler plusieurs missions et un mémo commence à circuler en interne. La prochaine mission spatiale sera peut-être la dernière. Parce que la NASA fait face à la plus grande crise énergétique qu'elle ait connue depuis des décennies. Et elle prend forme au cœur d'une des matières les plus rares et précieuses de notre Terre, le plutonium-238. Avant de commencer la vidéo, laissez-moi vous amener autre part dans l'espace, sur une planète un peu plus lointaine, une petite minute pour parler d'un jeu bien sympa. Honkai Star Rail, élu meilleur jeu de l'année 2023 sur Google Play et l'Apple Store. Un RPG de Space Fantasy multiplateforme proposé par Hoyoverse. Cette vidéo parle d'espace, ça tombe plutôt bien car dans Honkai Star Rail, vous allez explorer les différentes planètes de l'univers. Et cette fois-ci, vous allez mettre le cap sur le monde d'Amphoreus. C'est un monde basé sur la méthodologie des civilisations méditerranéennes. Autrefois protégé par les titans, aujourd'hui ravagé par la guerre. Le monde est carrément en train de s'éteindre, et c'est vous qui allez devoir le sauver. Vous serez pas seul pour ce faire, vous aurez avec vous un tout nouveau personnage, Sirène, et vous la connaissez déjà. Depuis votre arrivée à Amphoreus, elle vous accompagne sous la forme de ce petit écureuil moitié lapin rose. Mais elle était victime d'amnésie et ignorait qui elle était réellement. Bon, ça a l'air mal barré, mais je vous assure que Sirène est un des meilleurs soutiens et boosts que vous puissiez avoir au combat. Avec elle, vous devez remonter dans le temps, comprendre ce qui a causé la chute de ce monde et tenter de le sauver. Tu peux télécharger Honkai Star Rail via le lien en description et très important, utilise ce code pour récupérer 50 jades stellaires. Le jeu t'offre aussi 10 passes spéciaux gratuits si tu te connectes pendant 7 jours et plein d'autres cadeaux, par exemple en liant ton compte de jeu et ton compte Crunchyroll, tu peux obtenir 2 semaines d'abonnement gratuit et débloquer encore plus de récompenses. Merci à Hoyoverse de m'accompagner sur cette vidéo et sur ce, si vous le voulez bien, on change de planète. Ça peut sembler étrange, voire inconcevable. La NASA se sert de plutonium comme source d'énergie. Quand on parle de missions lointaines, de longue durée, perso, mon premier réflexe, c'était plutôt de penser à des panneaux solaires. C'est d'ailleurs ce qu'on a déjà fait par le passé, par exemple avec Rosetta en 2004, puis avec Juno en 2011. Ces deux sondes sont équipées d'énormes panneaux solaires. Regardez, ceux de Juno font 9 mètres de long chacun. Ils peuvent fonctionner en capturant la lumière du soleil depuis Jupiter. Ou encore, très récemment, avec Europa Clipper, lancé en octobre 2024. On utilise 102 mètres carrés de panneaux solaires, soit 10 fois la superficie d'un appartement parisien. En fait, rien à voir avec les satellites qu'on a l'habitude de voir. Embarquer autant de panneaux solaires pour une mission aussi loin du soleil, c'est pas ce que j'appelle un choix très logique. Et cette formule va nous aider à comprendre pourquoi. L'énergie solaire suit la loi de l'inverse carré. C'est une loi qui décrit comment une intensité varie en fonction de la distance. On peut s'en servir dans notre cas pour calculer l'efficacité des panneaux solaires. Si vous doublez la distance que vous avez avec le soleil, vous divisez par 4 la lumière récupérée par mètre carré. Donc, dès qu'on s'éloigne trop, le soleil devient inefficace. Notre satellite qui est près de Jupiter, avec ce calcul, ne reçoit que 3,7% de la lumière reçue sur Terre. Europa Clipper, Juno, Rosetta se voient embarquer d'énormes panneaux solaires pour capturer le peu de lumière qu'ils arriveront bien à voir. Et c'est pas le seul problème. Jupiter a un environnement radiatif sévère, des températures extrêmes, bref, en gros, l'environnement, il n'est pas idéal pour des panneaux solaires. Et la NASA, elle en a parfaitement conscience. C'est une concession qui cache un des plus grands problèmes de la NASA à l'heure actuelle. Voici ce qu'on a l'habitude d'utiliser pour des missions longue distance, du plutonium-238. Dans la table des éléments, on le retrouve ici. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est son isotope. Les isotopes sont des versions différentes d'un même élément chimique. Par exemple, il existe plusieurs isotopes du plutonium. Et ce qui les différencie, c'est le nombre de neutrons dans leur noyau. Donc ici, le plutonium-238, si j'ajoute un neutron, devient le plutonium-239. C'est pas seulement un joli nombre, ça peut drastiquement changer les propriétés de l'élément. Et ça fonctionne pas seulement avec le plutonium ou l'uranium. Voici le cobalt, un alliage assez banal, un métal de transition proche du fer. Son isotope, le cobalt 60, c'est un élément indispensable pour la stérilisation médicale.
Bon, à utiliser avec grande précaution, 5 minutes à proximité et vous aurez 50% de chances de survie le mois suivant. En voici un autre, l'iode 131. Dérivé de l'iode, il est utilisé pour traiter le cancer de la glande thyroïde. Un dernier, peut-être que vous le connaissez, le carbone 14, qui lui nous permet de dater précisément des éléments jusqu'à 50 000 ans dans le passé. Si les éléments restent les mêmes, les propriétés radioactives de l'isotope sont radicalement différentes en fonction de son nombre de neutrons. Certains sont plus ou moins stables. Pour celui qui nous intéresse, le plutonium, sa stabilité peut varier énormément. La bonne nouvelle, c'est qu'ils dégagent tous de l'énergie, et ils le font en se désintégrant. Et plus ils se désintègrent rapidement, plus ils chauffent. Un matériau qui chauffe pour des dizaines et des dizaines d'années. Et pas qu'un peu, le plutonium 238 atteint naturellement de 400 à 1000 degrés. Si vous cherchez sur internet, vous le verrez très probablement briller. C'est une confusion qui est souvent faite. Le plutonium ne brille pas. C'est son contenant sous l'effet de la chaleur qui devient incandescent. Mais au-delà de cette belle couleur, il nous est indispensable. Ou plutôt, cette chaleur nous est indispensable, car elle va être le cœur de notre production d'énergie. Peut-être vous connaissez les sondes Voyager 1 et Voyager 2, envoyées pour survoler les planètes géantes, étudier les confins du système solaire, explorer l'espace aussi loin que possible. Et elles fonctionnent depuis 1977. Le secret de leur longévité se cache dans l'utilisation du plutonium 238. Pour exploiter leur chaleur, on utilise un RTG, un radioisotope thermoélectrique générateur. Vous laissez pas avoir par le nom, c'est un générateur qui a le mérite d'être en réalité plutôt simple à comprendre. On met à l'intérieur un isotope radioactif, il se désintègre en émettant de la chaleur, et cette chaleur est transformée grâce à l'effet Seebeck. Pour résumer très simplement cet effet, la différence de température entre d'un côté la chaleur émise par l'isotope radioactif et le vide spatial permet de l'apparition d'une tension électrique. On a donc à tout prix besoin de la chaleur de l'isotope radioactif, et ce, le plus longtemps possible, le plus fort possible. Pour savoir pendant combien de temps on aura de l'énergie, on se base sur la demi-vie. C'est le temps nécessaire pour que la moitié des atomes se désintègrent naturellement. Donc on va chercher l'isotope qui a la demi-vie qui correspond à nos ambitions. On a plusieurs candidats. Par exemple, pour le plutonium, on trouve le 238, 239, 240, 241, 242. Voilà, dans cette liste, on serait tenté de prendre celui qui a la demi-vie la plus longue, évidemment. Regardez par exemple, le 242, plus de 375 000 années. D'apparence, il pourrait générer de la chaleur sur une durée immense. Sauf qu'il y a quand même un problème, vous en doutez, en fait il n'en génère pas assez. Si la demi-vie est longue, ça signifie que le nombre de désintégrations est assez faible, et donc qu'il génère peu d'énergie. Il aura beau avoir une longévité exceptionnelle, s'il ne génère pas d'énergie, il sera inutilisable. De même pour le cas inverse, le plutonium 236, qui lui a une demi-vie de 2,86 ans. Le problème, c'est qu'il a beau être très chaud, il disparaît trop vite pour une mission spatiale. Donc le 238, lui à côté, semble être le compromis parfait. Il a une demi-vie de 87 ans, des dizaines d'années à briller et produire de la chaleur. Et quand je dis demi-vie de 87 ans, il faut comprendre qu'avec deux demi-vies, le plutonium 238, il sera toujours là. Sur cette courbe, vous regardez une décroissance exponentielle. Ça veut dire qu'au bout de 87 ans, il en restera la moitié. Au bout de 174 ans, il en restera 25%. La puissance thermique sera divisée par 2 tous les 87 ans. Sachant que la NASA recherche un isotope avec une demi-vie entre 15 et 100 années, je me suis demandé pourquoi du plutonium 238 ? Peut-être qu'il existe d'autres éléments qui ont une demi-vie de 90 ans et qui correspondraient parfaitement. Alors oui, mais très peu. Et en fait, la NASA aussi a pensé. Voici une petite liste d'une vingtaine d'isotopes qui pourraient potentiellement convenir. Donc d'un côté, on a le nom de l'isotope, les demi-vies qui ont toutes entre 100 et 15 années. De quoi convenir à une mission spatiale. Et sur la droite, on a le type d'émission, parce que les isotopes produisent des rayonnements en se désintégrant, et ces rayonnements peuvent être plus ou moins dangereux. Dans le cas d'une mission spatiale, on doit déjà protéger les instruments à proximité, mais aussi les ingénieurs de la NASA qui préparent les missions. Donc sur les rayonnements alpha, bêta, gamma, on préfère largement un matériau qui génère des particules alpha. Elles seront plus faciles à bloquer et en plus elles génèrent plus de chaleur. Ok, donc déjà si on filtre notre tableau, il reste plus grand chose. On a encore le curium 244, une demi-vie de 18 ans. Le problème c'est qu'il est encore plus difficile à produire que le plutonium 238. Et de notre côté, on a aussi le gadolinium 148 qui émet que des particules alpha, 75 ans de demi-vie, mais sa production demande un bombardement par des protons à haute énergie et donc un accélérateur de particules. Ok, vous l'avez compris, il n'existe pas de solution simple à ce problème complexe. On a sous les yeux une histoire de compromis. Et au milieu de ces quelques compromis, c'est le plutonium 238 qui semble l'emporter.
Il y a quand même une grosse concession à faire avec ce matériau, qui n'est pas des moindres. Le problème tient en un nombre, 35 kg de plutonium-238. 35 kg, c'est tout ce que dispose la NASA. C'est extrêmement faible, extrêmement rare. Et les impacts commencent à se voir de plus en plus. La NASA doit prioriser ses missions. Il existe désormais une file d'attente entièrement dictée par la rareté de ce matériau. Pourquoi le plutonium-238 est-il si rare? La première raison, c'est sans doute déjà qu'on ne le trouve pas dans la nature. Il faut en produire artificiellement ou le récupérer en tant que sous-produit d'autres réactions. La guerre froide a pendant longtemps permis la production de plutonium, en grande partie du plutonium-239. Et le plutonium-239, lui, il a pour avantage d'être fissionnable et de libérer d'énormes quantités d'énergie. En fait, c'est le candidat idéal pour fabriquer des bombes. On avait aussi du 238, mais on s'est rapidement rendu compte du problème, il chauffe trop. Et là où la plupart des scientifiques le voyaient comme un déchet inutile à la production de bombes, la NASA y a vu le produit parfait pour ses missions spatiales. On disposait d'une quantité de stock limitée, qui n'a pas duré bien longtemps. Dans les années 1980, après la fin de la course aux armements, les États-Unis ont arrêté d'en produire. En 1988 précisément, la fermeture du dernier réacteur de production sur le site de Savannah River signe l'arrêt complet de la production et le début des problèmes. Les différentes missions spatiales ont dû se partager le stock, qui était déjà très réduit. Les États-Unis se sont retrouvés face à une pénurie, obligés de racheter du plutonium-238 à la Russie. Les projections montraient alors que les réserves seraient entièrement épuisées en 2018. Et en réponse à cette projection, la NASA et le département de l'énergie ont relancé la production aux États-Unis en 2013. Et c'est 2 années plus tard, en 2015, que la NASA a réussi à produire 50 grammes. C'est pas gagné, loin de là. Même si à ce jour la production annuelle a pu être augmentée à 550 grammes, on est encore loin du compte et de l'objectif annoncé, 1,5 kg par an d'ici 2026. Et si les quantités se comptent en grammes, c'est à cause de la complexité et des rendements ridicules de la production. Tout part du Neptunium-237. Lors de la fermeture du site de Savannah River aux États-Unis, on a pu en récupérer 400 kg. Et il est encore utilisable sur une longue durée. Donc voici, sur le papier, ce qu'il est censé se passer. On bombarde le Neptunium-237 avec des neutrons dans un réacteur nucléaire. Le neptunium absorbe l'électron, devient instable, puis se transforme rapidement en plutonium-238 par désintégration radioactive. C'est extrêmement résumé, et dans les faits, passer du neptunium-237 au plutonium-238 n'est pas du tout garanti. Les réactions sont très difficiles à contrôler et dépendent de 2 choses. Déjà le flux neutronique, c'est-à-dire la vitesse à laquelle les neutrons sont capturés par le neptunium. Un flux élevé augmente la production, mais augmente aussi la probabilité de déclencher d'autres réactions. Et le deuxième paramètre à prendre en compte, c'est la durée d'irradiation. En tenant compte de ces 2 paramètres, il existe un équilibre complexe entre flux et temps. Et l'environnement rend cet équilibre très fragile à maintenir. En plus de ça, le processus est coûteux et son rendement est presque ridicule. Au cours d'un cycle, 1 g de neptunium ne produira qu'environ 0,5 g de plutonium, et ça c'est en étant très optimiste. Une fois celui-ci produit, il faut encore le purifier via des processus chimiques tout aussi complexes et coûteux pour qu'il atteigne la qualité requise pour une mission spatiale. Et à l'heure où je vous parle, seuls 2 réacteurs aux États-Unis sont capables de réaliser cette irradiation, le HFIR et le ATR, dont tous 2 sont très demandés pour d'autres recherches. Voilà donc le casse-tête dans lequel évolue la NASA. Et maintenant, voici sa solution, ou du moins en partie, parce que tenter de résoudre un problème aussi complexe demande parfois de penser un peu en dehors de celui-ci. Si augmenter la production semble impossible, on peut déjà s'intéresser à l'amélioration du rendement. Les RTG, même très stables, ont des rendements très faibles, de 6 à 7%. Alors que chaque gramme de matière première est compté au gramme près, perdre plus de 90% en générant de l'électricité, c'est un vrai problème. La NASA le sait, si le carburant est rare, il faut des moteurs plus efficaces. Et l'innovation majeure, c'est ce moteur. Un ASRG, un moteur Stirling fermé entraînant un alternateur, convertissant la chaleur en mouvement mécanique, puis en électricité. Et là, les rendements pourraient aller jusqu'à 30%. C'est super prometteur, sauf que le projet a été annulé par la NASA en 2013. Introduire un piston, qui est une pièce mobile dans des conditions aussi difficiles que l'espace, semble extrêmement risqué. En cas de panne, c'est toute la mission qui tombe à l'eau. Du côté de l'Europe, l'ESA expérimente peut-être une autre solution, le Americium-241. Une demi-vie de plus de 400 ans, mais une puissance 5 fois plus faible que le plutonium-238.
Il faudrait du coup en importer plus et accepter d'avoir des générateurs beaucoup plus lourds. Et en pratique, la NASA mise sur deux possibilités, à la fois augmenter la production et augmenter le rendement. Faut bien se rendre compte de la marge de manœuvre quasi inexistante qu'elle a. On ne peut pas se permettre de prendre des risques ou tester soudainement quelque chose de nouveau. Parce que là, on parle d'envoyer des dizaines d'années de travail dans l'environnement le plus dangereux qui puisse exister. Et là, on parle du plutonium, du cœur de ces rovers et sondes envoyées dans l'espace. En 1977, lors du lancement des sondes Voyager 1 et 2, chaque RTG donnait 470 watts. Aujourd'hui, on serait plus vers 250 watts, voire encore moins du côté de Voyager 1. La NASA a dû éteindre progressivement des instruments pour ne garder, année après année, seulement l'essentiel en fonctionnement. Des caméras, des spectromètres se retrouvent désactivés. En fait, c'est le sort de toutes nos sondes envoyées, une extinction lente et mesurée avant de sombrer petit à petit dans l'espace. Des robots si précieux que la NASA les a parfois personnifiés. Un des premiers rovers sur Mars, lancé en 2003, devait tenir 90 jours, et il a tenu 14 ans avant de succomber à la suite d'une tempête. Son dernier message a fait le tour de la Terre. En fait, les lancements sont si exceptionnels, les missions si ambitieuses, que la perte d'un robot est un véritable choc. La douleur des scientifiques de la NASA ayant suivi pendant des années, jour après jour ces robots, est presque semblable à la perte d'un être cher. Voici la vérité derrière nos longues missions à base de robots, de rovers et de sondes envoyées en dehors de la Terre. Derrière chaque mission, on trouve des chercheurs, des ingénieurs de tous les domaines venant du monde entier. Des poignées de scientifiques qui continuent d'espérer, milligramme après milligramme, année après année, dans une cause bien plus noble qu'un siècle auparavant, lors du projet Manhattan. Car si on s'approche un peu du problème, la plus radioactive des matières révèle des usages presque infinis, capables du pire, mais aussi du meilleur. Ces mêmes atomes si ressemblants qui, une fois réunis, donnent lieu à tout ce que l'humanité parvient à faire de plus ambitieux et beau à la fois.